Il sera réélu. J'aime ça. Ça énerve les gens. Mais moi, j'aime ça. Sans remords. Ouais. Il y a beaucoup de kabylistes qui ont changé de camp, qui sont des fascistes, mais qui ne peuvent pas se déclarer afin qu'on ne puisse pas les aiguiller. Beaucoup, je les connais. Je ne citerai jamais leur nom. Mais Kabila, ça va vous étonner qu'un jour, il n'aura même plus personne pour parler en son nom. Et je suis content que jusque-là, JB Mpiana ne m'a pas encore fait payer les droits d'auteur pour avoir utilisé sa très belle musique. Ça, c'est un morceau à couper le souffle que j'aime bien. Alors moi, j'ai une question pour vous. Est-ce que Fachi, lui aussi, comme Lumumba, a-t-il évité, a-t-il échappé à l'assassinat par la CIA? Vous savez, quant à la mort de Lumumba, on nous a toujours dit, depuis que nous sommes vivants, que la Belgique avait orchestré la mort de Lumumba. Et que c'est plutôt à cause du discours qu'il avait prononcé le jour de l'accession de la RDC à l'indépendance qu'il a été assassiné, n'est-ce pas? C'est ce qu'on nous a toujours dit. Évidemment, moi aussi, je l'ai cru toute ma vie que c'était ça. Et pourtant, c'est ce qu'on a vendu aux Congolais. Parce que c'est ce qui était apparent. C'est ce qu'on pouvait voir sur l'écran. Alors on dit, non, c'est parce qu'il avait fait ça, c'est pour ça qu'on l'a assassiné. C'est faux, ce n'est pas à cause de cela. Les Belges pouvaient bien se passer de ce discours-là. Car les dés étaient jetés, tout était déjà fait. Alors que quelqu'un dise ceci ou cela, ça ne dérange pas. D'ailleurs, c'est après tout cela qu'il est devenu Premier ministre. Alors pourquoi on l'a tué? Pourquoi on a tué Lumumba? Pourquoi la CIA? Le Congo n'était pas une colonie américaine du tout. Par contre, vous apprendrez que les Américains ont soutenu le Congo, la RDC, dans sa quête pour décrocher, pour arracher l'indépendance, n'est-ce pas? On nous dit toujours ça. C'est ce que nous disent toujours les Américains. Donc, si nous comprenons bien, les Américains ont joué contre les Belges. Mais alors, s'ils ont joué contre les Belges qui venaient de perdre leur pouvoir sur la RDC, pourquoi les Américains se seraient impliqués dans la mort de Lumumba? Pourquoi ce seraient les Américains qui, par la CIA, auraient tué Lumumba? Je pense que parmi vous, les conspirés, il y a des gens qui connaissent la réponse. Je vais la reprendre pour nous tous et pour le monde. Et vous comprendrez ce qui a failli arriver à Tshisekedi il n'y a pas longtemps et pourquoi il a fait volte-face pour y échapper. Et même jusqu'aujourd'hui, il doit continuer à montrer patte blanche. Il doit toujours continuer à montrer combien il est enthousiaste avec les Américains. Sinon, non seulement lui, il est assassiné, mais nous perdons le pays pour toujours. Je vais vous le dire dans ce petit numéro. Ce sera très court, mais vous comprendrez de quoi il est question. Je vais commencer par Patrice Emery Lumumba. Si vous m'entendez dire « et elle
Donc, je dis PEL, donc c'est Patrice Emery Lumumba. Alors, PEL a-t-il été assassiné à cause du discours prononcé à la cérémonie d'octroi de l'indépendance politique à la RDC par la Belgique? Et si tout, ou une grande partie importante, était pur mensonge? Et nous en parlons maintenant tout de suite. D'abord, qu'y a-t-il de l'adresse du président rwandais Kagame au sujet de la ville de Goma et le reste de l'Est de la RDC? Vous avez écouté cela. Ce n'est pas une nouvelle du tout. Ça ne mérite même pas qu'on y apporte une certaine pertinence. Parce que nous le savions tous. Ce n'est pas un secret. Ce n'est pas un secret du tout. Kagame s'était présenté à Luanda au nom du M23. Vous vous rappelez? Quand Tshisekedi a quitté Nairobi, il s'est décidé d'aller à Luanda et que le président angolais João Lourenço a pris en charge les négociations entre la RDC et le Rwanda au sujet des activités des agresseurs du M23. Qui s'est présenté à Luanda? C'est Kagame. Une fois poussé à bout et la signature des derniers documents s'annonçant, le fourbe, donc Kagame, ne se présente pas. Et plutôt, qu'est-ce qu'il va faire? Il s'en va au Qatar, où il compte sur la complicité de son bailleur de fonds et investisseur qatari. C'est le Qatar qui investit en majorité au Rwanda et qui prête de l'argent au Rwanda. Nonobstant les 60% du vol des matières premières en RDC et de 30% des aides de la communauté internationale, avec un peu maintenant les 5% qui lui reste des bananes et haricots, je ne sais pas quoi. Mais le Rwanda n'a rien au Rwanda. Tout ce que vous voyez au Rwanda n'est pas comme au Congo chez nous, où ce que vous voyez est construit par l'argent du Congo, ça appartient aux Congolais. Au Rwanda, ça appartient aux Qataris et à d'autres grands de ce monde. C'est pour ça que vous voyez que le Rwanda est super bien protégé. Le Rwanda est super bien équipé. Ceux qui font la guerre pour le Rwanda, c'est cette communauté internationale et ses alliés. Vous rappellerez aussi de son voyage au Bénin, quand il va réclamer les terres à la RDC. Kagame. Au Rwanda, à Luanda, il représente le M23, donc c'est lui-même le M23. Quand il se trouve mal pris, il lâche là-bas, il court, il va au Qatar. Et quelque temps, il est allé aussi au Bénin, pendant qu'il s'adressait, il faisait son adresse officielle, publique, il a dit qu'il réclame de ces terres à RDC. Donc partout, il a montré ce qu'il voulait, ce qu'il faisait, et ce n'est pas du nouveau. Dernièrement, à l'annonce de la France quant au pont aérien humanitaire France-Goma pour les déplacer, et plutôt, ça a été plutôt le ministre des Affaires étrangères du Rwanda qui s'y oppose bien avant tout le monde, même avant les autres de l'agression. Il a parlé avant le M23, avant les AFC et tout le monde. C'est plutôt le Rwanda qui a réagi en premier. Pourquoi? Alors, si hier, l'homme au corps de marionnette parle d'utiliser l'Est de la RDC, désormais occupé par lui, comme monnaie d'échange dans les négociations, pour moi, c'est du bruit. Ce n'est plus de l'information.
C'est juste du bruit. Ils jettent n'importe quoi sur la place publique. C'est à vous d'y glisser dessus. Mais c'est étonnant que c'est maintenant là qu'on voit les Congolais qui s'y adonnent, qui font des théories de toutes sortes là-dessus. Non, regardez d'où il vient cet homme. Angola, c'est lui. Au Bénin, c'est lui. Au Qatar, c'est lui. Alors, hier, il vous dit cela, vous vous enflammez comme si vous apprenez quelque chose. Rien d'autre. Il ne fait que se répéter. Ce qui me dérange, moi, personnellement, et ce, des autorités de mon pays, la RDC, c'est le fait de ne pas réagir militairement à la continuité régulière du Rwanda à occuper d'autres terres congolaises. Je vais vous montrer quelque chose. Le 26 de ce mois, le 26 de ce mois, ça se passe où ça? Attendez. À Kasika. C'est à l'est là-bas. Il y a eu des affrontements entre les soldats rwandais et les FARDC, les jeunes guépards. Et les affrontements ont été solides. De ces affrontements, nous avons perdu 3 membres. 3 guépards sont tombés au front. Mais il y a eu des morts en masse dans le camp de l'armée rwandaise. Alors, nos soldats, n'ayant pas reçu de renfort, ils étaient à court de munitions, sans approvisionnement, ils ont nécessairement fait ce que les soldats font toujours, ils se sont retirés. Mais quand ils se sont retirés, moi je croyais qu'ils se retiraient pour aller se regrouper, recevoir finalement les renforts et d'approvisionnement de toutes sortes. Parce qu'en ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Les Rwandais entrent dans Kasika en portant les uniformes des FARDC. Et ils commencent à s'en prendre à la population et à piller. Et qu'est-ce qu'ils vont dire à la population? Ils vont dire à la population, parce qu'ils portaient leurs uniformes, et qu'ils étaient en train de faire du mal à la population, à tuer les gens et à piller leurs biens. Les populations ont cru que c'était les guépards, parce que c'était exactement les mêmes uniformes. Là, notre gouvernement, au lieu d'en profiter en ce moment-là pour parler à la population, parce que la communication, c'est le nerf de la guerre. Il faut de la propagande. Les Rwandais nous battent à plate couture quand il s'agit de cette propagande de guerre. Nous, on est là, on encaisse tout. Et la population est maintenant fâchée. Ils disent que ce sont les guépards, les FARDC qui leur font du mal, pendant que les FARDC se sont battus pour les protéger. Et ils ont fait un carnage dans les rangs des Rwandais. Alors, quelques temps après, quelques heures, il y a eu un grand renfort des soldats rwandais qui sont arrivés, qui sont passés dans le plein centre de Bukavu pour aller vers Kasika afin de renforcer les rangs des RDF.
selon, je coupe ça, nulle part les FARDC. Les Rwandais prennent des terrains, gagnent des terrains chaque jour. Et quand ils gagnent du terrain comme ça, que pensez-vous qu'ils vont avoir aux accords? Quand Kagame a dit que Tshisekedi faisait beaucoup de bruit, il n'apportait rien à la table des négociations. Évidemment, il n'apporte pas de victoires militaires. Le Rwanda a tient le gros bout du bâton dans ses affaires. Car c'est le Rwanda qui prend une partie de l'Est de notre pays. Mais comment cela est possible? Le Rwanda a un effectif de à peu près 38 000 soldats. De ces 38 000 soldats, vraiment, il n'y a que le 5e qui est composé des hommes d'assaut, des métiers de combat. Le reste, c'est logistique avec d'autres supports civils et militaires. La RDC, on parle de plus de 140 000 aujourd'hui. Je comprends que le pays est immense, que nous devons sécuriser toutes les frontières. Mais, nous, on ne peut pas avoir 10 000, 15 000 dans ce coin-là. Vraiment? Le Rwanda commence à prendre des territoires. Vous savez, pour prendre des territoires, il faut non seulement les consolider, mais il faut les occuper. Mais avec quoi le Rwanda occupe tous les territoires conquis? Avec 3 soldats, 4 soldats, 10 soldats qui vont à gauche, à droite, qui ne sont pas un effectif menaçant du tout, capable de résister à un assaut. Mais nous avons nos soldats qui se montrent toujours en vidéo en train de dilapider, de gaspiller des munitions. Il y a un qui filme et l'autre qui l'a. Et là, on balance ça sur Internet, les gens disent « Oh, nos FARDC, allez-y, allez-y ». Moi, quand je regarde ça, je me dis « Mais ces gens sont en train de blaguer ». Je sais, moi, quand est-ce qu'on tire sur un ennemi et quand on s'amuse. Je vous assure que quand vous avez l'ennemi en face, qu'il soit hors de votre portée ou non, vous ne vous mettez pas à découvert. Parce que si vous vous mettez à découvert parce qu'il est hors de votre portée, c'est que vous aussi vous êtes hors de sa portée. C'est qu'il n'y a aucune menace. Alors pourquoi gaspiller ces munitions? Pourquoi gaspiller ces munitions? L'ennemi, c'est que votre tir ne peut pas dépasser, par exemple, votre tir est d'efficacité de 400 mètres. 400 mètres. Efficacité. Mais que ça peut aller jusqu'à 600 mètres. Lui, il n'a qu'à se mettre à 700 mètres et rester là. Tout ce que vous tirez reste de l'autre côté, ça ne l'atteint pas. Alors, vous gaspillez tout ça, comme si les soldats ne connaissaient pas la capacité, la puissance de leurs armes. Savoir que telle arme a la portée maximale de ça et d'une efficacité de ceci. Ils tirent seulement les balles comme ça, pourvu qu'ils se prennent en vidéo pour les selfies. Et l'ennemi, voyant tout cela, il sait qu'il n'y aura pas de renfort, il n'y aura pas d'approvisionnement. Il attend que vous finissiez vos munitions, puis il avance. Quand il avance, qu'est-ce qu'ils font les soldats congolais? Ils battent en retraite. Ils n'ont plus de balles. Le gouvernement ne nous envoie rien. Nous sommes en train de souffrir si nous n'avons pas de munitions. Oui, mais vous les jetez à l'eau. Vous tirez dans le bois pour faire des vidéos. Est-ce que vous voyez les soldats rwandais faire ça? Vous voulez jouer au Rambo? À la guerre, on ne joue pas au Rambo. C'est du sérieux, ça. Juste parce que vous voulez attirer la sympathie des Congolais, de vos compatriotes, vous faites des bêtises qu'on ne fait jamais à la guerre. Nous n'avons aucune usine de production de munitions au Congo. Tout doit être acheté. Nous ne sommes pas comme les Russes qui ont des usines à couper le souffle.
Ils peuvent tirer 24 heures sur 24 sans arrêt. Regardez, je me rappelle, quand j'étais en opération, j'avais 6 chargeurs, 6 sur moi, de 30 balles chacun. Ça, c'est sur moi, à temps plein. Et avec ça aussi, nous avons des caisses de munitions qui sont non loin de nous, et d'autres que nous apportons avec nous. Nous sommes bien équipés. Et malgré ça, nous observons et nous tirons. Observez et tirez. Les soldats savent ça. Vous ne tirez pas sur ce que vous ne voyez pas. Vous ne gaspillez pas de munitions. Mais les nôtres, vous ne montrez pas Bazokima banane. Banane Bazokim. Comment irons-nous à la signature des accords finaux, main vide, c'est-à-dire sans avoir fait mal à ce petit Rwanda? Ceux qui nous prêchent la diplomatie, les négociations, continuent à soutenir ce pays minuscule pour garder ce géant congolais à genoux. Pour retourner à Lumumba maintenant, sachez que le fameux discours de Lumumba n'est pas la cause de sa mort. Alors, pour quelle raison la CIA s'en mêle et tue Lumumba? Écoutez, on entre dans le vif. La RDC n'est pas une colonie américaine. Gardez ça en tête. C'est plutôt une colonie belge. C'est là que ça devient intéressant et que je vous demande de payer attention. En 1961, quand PEL, Patrice Emery Lumumba, devient Premier ministre, il est allé aux USA, aux États-Unis, proposer l'exploitation de l'uranium par les USA. Parce que c'était la Belgique qui exploitait l'uranium. En donnait 70% aux États-Unis et se gardait 30%. Pourquoi cela? Parce que quand les Américains ont remporté avec les Russes, bon, après la victoire des Alliés contre les Allemands en 1945, les Américains ont obligé tous les pays, tous les empires occidentaux, l'Angleterre, la France, l'Allemagne, l'Espagne, le Portugal, tous, d'arrêter les colonisations. Ils ont obligé ces pays-là de ne plus mettre la main sur leurs colonies. Les Américains les ont pris. Alors les Américains ont exigé. D'abord, pendant la guerre, rappelez-vous qu'à l'indépendance, les Belges avaient laissé les caisses de la Banque nationale congolaise vides. Ils ont pris l'argent, les devises et tout ce qu'on avait comme réserve, ils sont partis avec en Belgique. Mais les Américains leur ont dit, vous ne pouvez pas garder ça là-bas parce que les Allemands vont tout prendre. Venez garder ça aux Amériques. Ils sont allés mettre ça dans le banc des trésors américains. Savez-vous ce qui est arrivé? Américain, Meli Bango. De la même manière que Melaka, français. Meli, tous les Européens. Mais les Belges ont été les plus à être coquifiés par les Américains. Mbongo Nabiso et Kekuna, Badundiango. C'est sans trace. Et après ça, vous avez appris que c'est de l'uranium congolais qu'on a fabriqué. La bombe. Les 2 bombes qu'on a lancées sur Nagasaki et Hiroshima. En passant, ce n'est pas ces bombes-là qui ont arrêté la guerre. La guerre s'était déjà arrêtée. Et les Japonais s'étaient déjà rendus aux Américains parce qu'ils ne voulaient pas se rendre aux Russes. Les Russes étaient venus maintenant pour aller prêter main forte aux Chinois. Quand les Chinois avaient demandé de l'aide contre les Japonais.
Quand les Japonais ont vu les Russes arriver, ils se sont dit, non, nous nous rendons aux Américains. En se rendant aux Américains, les Américains ont continué jusqu'à lancer les 2 bombes nucléaires. Alors, ça servait à quoi? Ce n'était pas contre les Japonais. C'était pour envoyer un message aux autres puissants du monde, et à l'occurrence l'Union soviétique, la Russie, pour dire, vous êtes les prochains. Et j'avais parlé des opérations unthinkable, incroyables. Si vous voulez, je peux revenir, mais ma vidéo est là. Quand, après la guerre, tout de suite, l'Angleterre et les États-Unis ont planifié une attaque sur la Russie. La Russie, ayant appris cela, a fabriqué sa propre bombe et l'a explosé comme un essai. Les Américains ont vu ça, ils ont dit, ok les gars, on reporte, on ne va plus attaquer. Ça ne sert à rien de les attaquer parce qu'ils vont nous finir aussi. C'est pour ça que la guerre est revenue maintenant, croyant qu'ils étaient prêts à détruire la Russie. Mais ça vient de se retourner encore contre eux. PEL veut que la part de la Belgique revienne à la RDC. C'est ce qu'il avait exigé. Il dit, vous, Américains, vous gardez votre part, mais la part que recevait la Belgique, nous allons la prendre pour nous, pour notre pays, construire les hôpitaux, construire les écoles, les routes, tout ça. Nous voulons développer le pays. C'est ce que PEL, Patrice Aimé Lumumba, est allé dire aux Américains. Et les Américains ont dit, niet. Les choses restent comme avant. Donc, après l'indépendance égale avant indépendance. Rien ne change. Et c'est en ce moment-là que les Américains et les Belges se parlent. Alors, quand ils demandent de rencontrer le président américain refuse de le rencontrer. Il demande même au vice-président des États-Unis, M. Dixon, de lui accorder l'audience. Dixon refuse. Qui va aller voir Lumumba? C'est un agent des affaires étrangères des États-Unis. Il va voir Lumumba, puis lui dit, il n'y a rien qui va changer. Ça reste comme c'était avant. Le Lumumba va commettre une erreur monumentale. Quand on lui refuse ça, il aurait pu juste dire, ok, ce n'est pas ce que je voulais, mais on va vivre avec. On va voir comment on peut coopérer sous d'autres aspects. Lumumba, montrant qu'il n'a pas peur, qu'il est fort, il a dit ceci. Nous allons nous retourner vers les Soviétiques. Les Soviétiques ont besoin de notre uranium, car en ce moment-là, le plus grand exportateur d'uranium, ou le principal exportateur d'uranium, était le Congo. Et les Soviétiques se sont frottés les mains, ils étaient contents. Malheureusement, il le dit, au lieu d'y aller immédiatement, il commence à tourner en rond pour chercher encore l'aval ou les amitiés des Américains, des Belges, des Français. Et ça chie. Quand ça chie raide, il va trouver les Soviétiques, mais c'était trop tard. Vous savez que les Soviétiques sont venus lui prêter main forte, mais c'était en retard. C'était trop tard. Ainsi, alors, ayant commis cette erreur, la CIA sera chargée de tuer Lumumba. Ils vont charger un certain monsieur Otto Skorzeny. Otto Skorzeny, qui va exécuter la mission, c'est un ancien nazi allemand, embauché par les Américains après la Deuxième Guerre mondiale. Otto Skorzeny
est un Autrichien. Il est comme Hitler. Donc, il vient du même pays que Hitler. Vous savez qu'à ce moment-là, l'Autriche regorgeait tellement beaucoup de germanophones qu'il était attaché à l'Allemagne. C'est ainsi que Hitler est devenu chancelier d'Allemagne. Alors, M. Skorzeny, Otto, est autrichien aussi. Il est né à Vienne le 12 juin 1908 et il est mort le 5 juillet 1975, donc il avait 67 ans, à Madrid, en Espagne. Même pas chez lui. Il a œuvré dans le SS Standartenführer. Je ne sais pas comment ça se dit très bien en allemand, je pourrais avoir mal lu, mais c'était ce courant politique de SS dont la branche qui se spécialisait dans les assassinats et les enlèvements, c'est le Waffen, ou bien Waffen-SS. Et ce monsieur, il avait à l'actif beaucoup d'assassinats et de renversements de gouvernements en ce temps-là. Et c'est lui qui avait renversé le pouvoir de Miklos Horthy en Hongrie. C'était le premier ministre hongrois, Miklos Horthy. Il a été renversé par M. Otto Skorzeny. Et c'est ce même monsieur-là qui a mené une opération pour libérer, pour le compte des Allemands, il est allé faire libérer Benito Mussolini qui était tenu captif. Après qu'il ait fait attraper PEL, Lumumba donc, et le faire transférer à Mobutu pour l'exécution, la CIA a monté l'affaire des Katangais en y impliquant Moïse Tshombe. Vous vous rappelez les vidéos des Katangais qui sont contents qu'on leur amène un ennemi qu'on leur a fabriqué. On leur a fabriqué un ennemi en Patrice Emery Lumumba. Et ils étaient contents de l'exécuter. De la même manière qu'ils étaient contents de recevoir sa sainteté Simon Kimbangu. Lui aussi, il avait été transféré là-bas, chez les Katangais. De la même manière qu'ils étaient contents de s'en prendre à leurs frères kassaïens. Les mêmes Katangais. Alors, Tshombe qui vivait plus tard en exil, parce que Tshombe vivait en exil, et en 1961, quand le président Kasavubu est mal pris, il y a des rébellions par-ci par-là, il a fait appel à Tshombe. Il dit à Tshombe, est-ce que tu peux utiliser tes gendarmes katangais pour m'aider à combattre ces rébellions et tout ce qu'il y a comme troupes dans le pays? Tshombe est venu. Il a fait venir tous les gendarmes katangais qui étaient en exil par-ci par-là et ça portait main forte à Kasavubu. Ils ont maté l'insurrection et les rébellions à l'intérieur du pays. Ainsi, le pays a été pacifié. Comme cadeau, le président Kasavubu a fait de lui premier ministre. Il était premier ministre jusqu'en 1965 quand Mobutu prend le pouvoir. Alors, Tshombe se sauve en ce moment-là. Il va où? Il retourne en Espagne. Puis, il demande l'asile en Algérie, mais l'Algérie lui refuse cet asile. Pourquoi? Parce que M. Houari Boumedienne, qui était le président algérien en ce temps-là, était panafricaniste et
ayant été aussi dans le courant de Lumumba, le panafricaniste aussi, je ne sais pas ce qu'ils appellent panafricaniste, si jusqu'à aujourd'hui, les panafricanistes d'aujourd'hui, c'est eux qui sont dans le coup et la complicité à faire tout ce mal à la RDC, je ne vois pas pourquoi ils s'appellent panafricanistes. En quoi ils le sont. Alors, M. Boumedienne, président algérien, a refusé cet asile à notre frère Tchombe. Et Tchombe est allé en Espagne. Guess what? Vous savez ce qui est arrivé? Un jour, Tchombe a disparu. Il a été enlevé par un commando algérien. Et il a été amené en Algérie. Les Algériens, pas les Congolais, pas les Ghanéens, pas les Rwandais, je ne sais pas, tout ce courant-là, les panafricanistes de merde. Ce n'est pas eux qui ont vengé la mort de Lumumba. C'était plutôt les Algériens. Ils ont zigouillé Tchombe. Et maintenant, comment Tshisekedi a échappé? Tshisekedi commet des erreurs graves aussi quand il prend le pouvoir. Nous étions là. Pour nous qui ne sommes pas américains, nos confrères qui sont américains ne le disaient pas. Mais nous qui ne sommes pas américains, nous avions le courage de dire à Tshisekedi, s'il vous plaît, Monsieur le Président, pensez demander de l'aide à la Russie. Et même aux Nations Unies, on voyait les Russes qui disaient qu'ils sont prêts à aider la RDC. Et Tshisekedi était accroché aux Européens, était accroché aux Américains, qui ne voulaient rien savoir de lui. Car eux, ils étaient du côté du Rwanda. Vous vous rappelez de ces déclarations des ambassadeurs de l'Union européenne qui ont dit à Tshisekedi qu'il ne doit pas mettre un mur entre le Rwanda et la RDC, qu'il ne doit pas attaquer le Rwanda. Vous vous rappelez? Cette dame, la patronne des services de sécurité des États-Unis, qui vient à l'aéroport d'Ndjili rencontrer Tshisekedi pour lui demander de ne pas attaquer le Rwanda. Vous vous rappelez toutes ces choses-là? Mais Tshisekedi s'accroche à ces gens-là. Et les Russes disent, tu ne veux pas de nous, on ne se force pas à toi. Ils se sont retirés. Qu'est-ce qui arrive? Notre pays tombe dans cette merde d'aujourd'hui. Tshisekedi continue à s'accrocher aux Européens. On a vu les Macron venir, Tshisekedi aller par-ci par-là, on voyait les Belges venir chez nous, le roi est venu, tout ça. Tous ces gens-là promettaient, même le pape est venu, on croyait qu'ils allaient faire quelque chose pour la RDC, et pourtant, zéro, niet. Sufuru, Tchigeo, Bouré, ils n'ont rien fait pour la RDC parce qu'ils étaient déjà dans un plan qui a été élaboré dès l'indépendance, mais qui s'est mis en marche depuis la chute de Mobutu. Et finalement, un jour, Tshisekedi n'en pouvant plus, il est à la chaîne française LCI. Il dit à ce journaliste-là, les Chinois et les Russes viennent par la grande porte, ils vont rafler la mise. C'était là. En ce moment-là, on a failli l'assassiner. On a commencé à monter, à préparer son assassinat. La CIA a commencé. Tous les services occidentaux. La DGSE française, elle était là-dedans. Il a échappé de ça parce qu'il est allé les voir les uns après les autres, quasiment à genoux.
Vous voyez, un jour, il est reçu à l'Élysée par le président Macron, qui est avec son épouse. Le président Tshisekedi arrive avec son épouse et il y a de nulle part cette femme rwandaise qui vient s'ajouter à leur photo, qui était cachée. Elle était cachée à l'intérieur. Madame Macron l'appelle, elle vient. Toutes ces humiliations, vous vous rappelez ces épisodes-là? C'est pendant ce temps-là que Tshisekedi est mis à genoux. Le pays est en péril, complètement en péril. Maintenant, il devait tout faire. C'est là que, malgré ses erreurs de novice qu'il avait, il fallait accepter qu'il était novice en politique active. Après ces erreurs-là, il s'est vite ressaisi auprès des mêmes gens pour renverser ou tenter de renverser la vapeur. Et ainsi, nous sommes allés de négociation en négociation et il se pourrait que bientôt il y ait signature des accords. Il se pourrait. Je ne suis pas court. Je ne suis pas vraiment très sûr avec cette affaire parce que nous n'avons pas réussi à chasser le Rwanda ni de Goma ni de Bukavu. Le Rwanda continue à prendre d'autres territoires congolais. Si nous avions réussi, ne fût-ce qu'à chasser le Rwanda d'une de ces villes, en l'occurrence la ville de Bukavu, parce que les Bashi de là, les Bahavu, les Barega détestent ces Rwandais-là, à partir de là, il allait facilement, pas facilement, mais il allait réussir à avancer vers Goma, chose qu'il n'a pas faite. Alors, pourquoi? Même à partir de Ituri, à partir de Butembo, on n'attaque pas Goma. Je comprends que c'est déjà fortifié par le Rwanda. D'où les propos de Kagame hier, qui nous dit qu'il a déjà l'Est de la RDC entre ses mains. Il ne refuse pas les négos, mais pourvu qu'on lui donne ce qu'il veut. Ce qu'il veut, c'est quoi, Kagame? Les accords de l'Emera, les accords entre votre Kabila là et Kagame, les accords de donner 300 km à l'intérieur de la RDC au Rwanda, Ouganda et Burundi. Vous pensez que le Burundi c'est notre allié? C'est juste parce qu'il y a un conflit actuel entre le Rwanda et le Burundi que le Burundi est venu auprès de nous. Il suffit qu'ils enterrent leur hache de guerre. Aujourd'hui, comme vous vous rappelez dernièrement, il y a eu des problèmes entre Kenya et Ougandais et Rwandais. Il y avait des Mosuku-Suku. Dès que le président Ruto du Kenya a fait un clin d'œil à son homologue ougandais pour dire « Nous allons vous faciliter ce que vous demandez là, arrêtons de nous manger entre nous ». Rwanda, Kenya, Ouganda et d'autres pays, donc en l'occurrence le Soudan, l'Éthiopie, l'Érythrée, tout ça, ces pays-là de l'Est, là-bas, là, la Somalie, continuent à travailler ensemble. Dès qu'ils se sont entendus, Kagame a envoyé ses troupes encore au Congo. Je viens de montrer les images pour prendre d'autres territoires. Et s'ils continuent à en prendre, les Américains n'auront pas besoin de nous. Parce que les terres rares dont ils ont besoin, d'abord, ils les ont partout dans d'autres pays. Je voulais en parler parce que j'ai déjà fait des documents là-dessus, j'attends en parler, mais chaque fois, il y a un élément nouveau qui fait que je dois parler d'autre chose. Ils n'ont pas nécessairement à passer par nous. Les Américains ont tout ça par les Rwandais et d'autres moyens sans nous. C'est pour ça qu'ils nous font traîner dans cette merde. C'est depuis quand? Depuis le mois de juin. On nous avait dit 15 juillet, c'est passé. Fin juillet, c'est passé. 15 août, c'est passé. Fin août, c'est passé. 15 septembre, c'est passé. Fin septembre, c'est passé. Octobre, c'est passé.
Novembre se passait, nous sommes maintenant en train de frapper à la porte de décembre. On nous dit que ça va être signé bientôt. Qu'est-ce qui sera signé? Dernièrement, ça devait être signé, Tshisekedi a refusé d'aller signer. Pourquoi? Parce que en regardant l'ébauche de ces accords-là, il a trouvé que le Congo venait de se faire poignarder dans le dos par les Américains et les Qataris. Alors, vous pouvez me dire, alors pourquoi il a fait cette réception pompeuse de l'émir qatari chez nous? C'était juste, oui, c'est un bandati. Des femmes rivales qui sont dans une relation conjugale, comment on appelle ça, polygamique. Comment ces femmes-là se font mal les unes les autres, plaire à cet homme qu'elles n'aiment pas. Mais juste parce qu'elles sont déjà ses épouses. Et elles n'ont pas les moyens de subvenir à leurs propres besoins. Alors elles acceptent d'être là, comme s'ils aimaient l'homme pendant qu'ils n'aiment pas l'homme, mais la haine contre l'homme se retournait entre eux, se poignarde dans le dos. C'est ce que Tshisekedi a fait. Mais ce n'est pas parce que le Qatar est devenu est basculé de notre côté, pas du tout. Sinon, le Qatar allait juste retirer ses aides financières, ses investissements financiers au Rwanda. Dire, nous, on se retire, vous n'êtes pas fiable, vous n'êtes pas bon, nous allons avec la RDC. Ils ne l'ont pas fait. N'est-ce pas? Est-ce que je mens? Je mens pas. Mais on voulait faire mal aux Rwandais. Les Rwandais savent que les Qataris sont avec eux. Ils savent que les Anglais sont avec eux. Les Français, l'Union européenne complète est avec eux. Tout ce que nous fait faire l'Union européenne, là, nous sommes allés là-bas, c'est du bluff. Est-ce que nous ne le savons pas? Les autorités de Kinshasa le savent. Tshisekedi le sait. Mais pourquoi il fait tout ça? Pourquoi il fait tout ça? Il fait tout ça pour retarder le mal. Retarder le mal pendant qu'il se cherche de l'antibiotique, pendant qu'il se fabrique de l'antibiotique. Mais c'est un peu trop tard dans le sens que nous avions rejeté ceux-là qui voulaient nous aider. Mais peut-être ceux-là, eux aussi, auraient eu des difficultés à nous aider, d'autant plus qu'ils n'étaient pas au pays. Ils n'étaient pas parmi nous. Et notre armée n'était pas notre armée. C'était une armée rwandaise portant l'uniforme de la RDC, pour dire que c'est les FARDC. Quand toutes les autorités militaires supérieures, donc les généraux et les officiers supérieurs, sont rwandais, vous allez dire, oh non, 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 discrimination, la faciès. Oui, c'est la faciès. Vous n'allez pas vous cacher. Si les Canadiens pourraient regarder ma face, ils disent, non, toi, tu es noir, tu es congolais. Est-ce que je vais me fâcher? Et ils me le disaient, je suis congolais, je ne suis pas canadien. Ils me le disaient. Moi, je sais que j'ai acheté la citoyenneté. Je suis venu leur demander la citoyenneté. Ils m'ont dit, tu nous payes pour qu'on te les donne. Et j'ai payé beaucoup d'argent. Toutes les démarches pour être canadien. Donc, moi, on peut me les racheter n'importe quand. Si je fais des choses qui mettent en péril la sûreté de l'État. Des crimes contre la personne ici. Et d'autres crimes économiques. Ils peuvent me les retirer. Parce que je ne suis pas le premier, ils ont déjà fait ça à d'autres personnes. Le nous, Congolais, on n'a pas le droit de faire ça. Ça doit être un problème. Chez nous, nous avons des Nigériens, des Maliens, des Éthiopiens qui vivent chez nous. En masse. Mais qui ne font pas... Nous avons des... Au bas Congo, là-bas, là. Des gens là qui viennent de l'Angola, comment on les appelle encore? Les Bazombo. Ils sont légion chez nous. Ils ne font pas de mal aux Congolais. Pourquoi seulement les Rwandais
qui sont partout, dans tous les tissus économiques, politiques, administratifs, militaires, ils sont partout, mais ils ne sont pas satisfaits. Nous avons des images que je ne peux pas vous montrer, sinon YouTube ferme tout. De comment ils sont en train d'égorger les Congolais là-bas. Chaque jour, les tuer. Ils tuent, ils sont filmés. Le même jour, ils sont sur les écrans en train de dire qu'eux, les Banyamulenge, donc les habitants de Mulenge, oubliant que les Bafuliru sont des habitants de là, les Babembe sont les habitants de là, les Bavira sont des habitants de là. C'est seulement eux qui venaient d'arriver dans les vagues de réfugiés qui deviennent des Banya Mulenge. Pourquoi pas les Bafuliru? Pourquoi pas les Babembe? Pourquoi pas les Bavira? Et tant d'autres. Les Barega. Même les Bashi. Mulenge, c'est gros. Ce n'est pas eux seulement. Tshisekedi fait tout ce qu'il fait parce qu'il n'a pas de choix. Mais il doit se préparer. Dans l'entretemps, qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi? Vous rappelez les messages que je vous avais écoutés de quelqu'un à Bukavu qui me dit Tshisekedi doit se débarrasser de tous les généraux anciennement qu'il a trouvés là. Sinon, il ne gagnera pas cette guerre. C'est ça ce que les gens disent à l'Est. C'est eux qui subissent les Rwandais chaque jour. Là-bas, ça ne blague pas. Là-bas, ça fait mal dans la chair. Les miens. La semaine passée, il y a 2 semaines, nous venions d'enterrer un jeune homme. Juste parce qu'il s'est chamaillé avec d'autres jeunes hommes. Ceux-là sont allés raconter des affaires sur lui auprès des M23 qui l'ont pris, l'ont tabassé jusqu'à mort. Il y a un autre aussi qui vient de mourir. Les Rwandais nous tuent. Ils n'ont aucune compassion, ils n'ont aucun cœur contre les Congolais. C'est vraiment tuer avec douleur. Ils ne viennent pas et tirent une balle, non. Ils te frappent, ils te torturent jusqu'à ce que tu meurs dans la douleur et le sang qui coule. Tu dois être vidé de ton sang. Si vous ne voulez pas quitter, allez loin dans le pays. Allez loin dans le pays pour qu'ils restent avec l'Est débarrassé des autochtones que nous sommes. Si je peux dire quelque chose, quand vous aurez l'occasion de parler au grand Manitou, à Fachi, dites-lui de faire attention, de ne pas se faire prendre en otage. Mobutu s'était fait prendre en otage par les gens de son clan tribal et politique. Et il a perdu l'armée, il a perdu le pays, il a perdu son pouvoir. Aujourd'hui, nous entendons les Rwandais dire là à l'Est, ils sont filmés, ils se filment même, ils disent, nous n'avons pas besoin d'aller livrer de combats inutiles pour prendre Uvira, car nous allons prendre Uvira à partir de Kinshasa. Ils disent ça. Qu'est-ce que cela veut dire? Prendre Uvira à partir de Kinshasa. C'est qu'eux, ils vont venir s'installer à Kinshasa, prendre le pouvoir, et c'est tout. Comment ils vont le prendre? Parce que Tshisekedi a dit que celui qui veut venir prendre le pouvoir à Kinshasa de ses mains, qui vienne le trouver au Mont Galiema, qui les tue là-bas. Sinon, il ne sortira pas de là. Et c'est ce qu'eux veulent faire. Et nous avertissons. Chaque fois, j'avertis ici que le sillage du président, malgré qu'il y a des soldats au gradé qui sont en détention, d'autres en résidence surveillée, ceux-là sont en uniforme, ils sont prévisibles, ils sont visibles. Et ceux qui sont en civil, qu'est-ce qu'il fait d'eux? Tous ceux-là qui sont à côté de lui, qui sont
de mèche avec le Rwanda. C'est là qu'ils sont au Rwanda. Chaque week-end, ils sont dans Kigali, chez eux. C'est chez eux. Et pourtant, ce sont des Congolais qui sont à Kinshasa, qui sont dans le service de sécurité. Vous savez, le conseil de sécurité, là, de Fachi, là, mais c'est infecté par ces cafards-là. Des gens qui ont été impliqués dans ce qui est arrivé à Mobutu, dans ce qui est arrivé à Mouzé, qui ont travaillé avec Kazembere Kanambe, que vous appelez Joseph Kabila, et qui reviennent auprès de Fachi. On les a introduits dans Fachi. Et beaucoup ont utilisé la fondation de la première dame, qui ne sait même pas que tout cela se fait. Et si elle le sait, si elle le sait, si elle le sait, si Madame Nyakeru Tshisekedi sait ce qui se fait contre son mari et son pays, et qu'elle se taise, ah là 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 là. C'est grave. Moi, je vais lui donner le bénéfice de doute qu'elle ne le sait pas. Parce que, de même que moi, je présume qu'elle aime la RDC, qu'elle aime les Congolaises et les Congolais, parce que nous voyons que sa fondation aide à former l'élite de demain. Mais, ça ira où? Ça aboutit à un pays qui est disloqué et qui tombe à morceaux. Tous les efforts de Étienne Tshisekedi et d'autres, tous les efforts de Félix Tshisekedi et d'autres, tous nos efforts en nous, tout s'écroule et passe dans l'eau. On ne peut pas diriger un pays comme la RDC avec une démocratie coupée, collée. La démocratie se construit graduellement. Vous ne pouvez pas juste dire, nous venons instaurer la démocratie. Non. Les États-Unis ont commencé par une dictature féroce. La France, comme cela, partout, ça commence toujours par une dictature. Une fois les institutions installées, commencent à fonctionner, on voit que le pays va bien, on relâche au fur et à mesure pour démocratiser. Mais venez juste comme ça, vous dites, ce qui se fait en France, nous le faisons ici, ce qui se fait aux États-Unis, nous le faisons ici. Mais regarde où nous en sommes. On est en train de construire les routes ne sont même pas encore finies, que les caniveaux sont déjà pleins de merde, parce que les gens viennent les boucher, afin que quand les pluies diluviennes arrivent, que ça inonde la ville, parce que les eaux ne peuvent pas être canalisées. Ils le font exprès pour réduire à néant tous les travaux et tous les efforts que fournit ce président. Et tant d'autres choses. Mais quand la sécurité, sa sécurité là, son conseil de sécurité là, il faut qu'il veille à ça. L'ANR doit le savoir, et si l'ANR ne le sait pas, c'est dangereux. La DEMIAP doit le savoir, s'ils ne le savent pas, c'est dangereux. Quant aux soldats, qui prennent le soldat qu'il a formé depuis qu'il est là, depuis que lui-même est là, qui prennent ce soldat-là, qui leur donne l'armée, et qu'il envoie les autres tout bonnement à la retraite. Ceux qui ne sont pas arrêtés pour des crimes, qui les envoient à la retraite avec une belle enveloppe. Ils vont chez eux, ils ont rendu des services loyaux. Au maître d'hier, il y aura des bons qui vont subir ça. Mais à cause d'un seul fruit qui a échappé à la pourriture, on ne va pas garder le panier pourri dans la maison. On met le tout.
à la poubelle. Maintenant, nous sommes mal pris. Et si vous comprenez comment Tshisekedi a échappé, c'est en allant maintenant commencer à lécher le CUL de ces gens-là. Parce qu'il avait commis les mêmes erreurs que Lumumba. Tu vas les voir, ils disent non, nous, on fonctionne avec déjà les autres, là, les Rwandais, tout ça. Il dit, ok, je vais aller chez les Russes, ils vont rafler la mise. Non, on ne le dit pas, monsieur le président, vous gardez ça. Vous ne dites pas ce genre de choses. Le président, tout président fonctionne par des conseillers qui doivent anticiper, faire des répétitions, des chorégraphies de tout ce qu'ils doivent faire chaque jour. C'est comme des chorégraphies. Mais les chorégraphies ne marchent pas parce qu'il y a toujours des imprévus, il y a des choses qui changent nuitamment, qui changent en pleine action. Mais à eux de s'adapter à tout moment. Ils doivent s'adapter. Ils devaient préparer le président. Le président, quand il a dit cela, je me suis dit, oh non. Quand il avait dit cela sur LCI, j'ai dit non. Tout ça parce que il n'a pas un Lambert Mende. Qu'il prenne Lambert Mende, qu'il l'utilise en communication. Mais je vous assure, 2 semaines seulement, nous allons dire, qu'est-ce qu'il a attendu 7 ans durant? 7 ans! Qu'est-ce qu'il a attendu pour ne pas prendre Mende? Mende Malanga. Vous allez dire, non, il a travaillé avec Kabila. Oui, il a travaillé avec Kabila, il avait aussi une vie à vivre, il avait une famille à faire vivre. Et quand il était avec Kabila, il a fait le travail que Kabila lui demandait au propre et au figuré. Donc, très bien. Et depuis qu'il est là, il soutient le gouvernement Tshisekedi et il est en train de se battre pour le pays. On ne peut pas accuser Mende de quoi que ce soit. On voit qu'il se bat pour le pays. En temps difficile, on prend des décisions difficiles. En temps difficile, on fait même des pactes avec le diable, si vous voulez. Je ne dis pas que M. Mende est diable. Je vais juste dire qu'il est efficace. La communication. C'est mon opinion aujourd'hui. Si vous avez aimé une partie de cette vidéo, sentez-vous libre de couper cette partie, la partager avec tant d'autres. Je vous invite à aimer la vidéo et la partager. Si vous êtes ici pour la première fois, j'espère que vous ne manquerez pas de vous abonner. Et aussi, commentez s'il vous plaît et faites-le comme bon vous semble. Je n'ai jamais insulté personne ici parce que la personne m'a mal traité, que la personne m'a démoli sur ma prochaine. Je laisse tout ici, même les insultes, je laisse tout là-bas. Et je ne retourne jamais des insultes. Je suis toujours content de voir qu'une personne a été voir ma chaîne. M'a-t-elle insulté? Ce n'est pas grave. M'a-t-elle contredit? Ce n'est pas grave. Elle a été à cette chaîne. Écoutez mon opinion sans faire la propre. Car tout ce que vous entreprendrez de dire ici n'engage que vous. Moi, je ne suis qu'une vulgaire personne inconnue rencontrée par hasard sur Internet. J'aime la RDC. J'aime les Congolaises et les Congolais. Et je vais continuer la bataille numérique et d'autres, avertir le président, lui dire des choses que nous devons lui dire, l'amener à voir ce qu'on ne lui montre pas ou d'entendre ce qu'on ne lui dit pas, mais qu'il fasse attention, qu'il ne tombe pas dans ce que Mobutu avait fait, qu'il ne se laisse pas prendre en otage. Mais aussi, il faut savoir que le Congo
n'a pas que des Kivusiens. Le Congo n'a pas que des Baswahili. Pour être bon, on n'a pas que des Baswahili engagés partout. Engagez les Bangala, engagez les Bakongo, engagez les Baluba, engagez tout le monde. Mais pas seulement les Baswahili. Vous les engagez. Mais regardez à l'est. C'est toujours nous. Les Wazalendo, c'est nous. Mais aussi les traîtres, c'est nous. Alors pensez que vous pouvez travailler avec le reste des Congolais. Ne cherchez pas à amadouer les Rwandais, car tout ce qu'eux ils veulent, et vous le savez, c'est de vous mettre de côté et prendre le pays. Misez sur les Congolais. Dernièrement, le président a fait ça, je ferai ça demain. Demain, je ferai une petite vidéo peut-être de 5 minutes pour parler. Le président, quand les léopards ont gagné, il a fait quelque chose de très important pour les léopards. Mais j'ai vu ça autrement, car il y a une situation qui lui échappe dans tout ça. Vive la RDC, vive Félix Antoine Tshisekedi, que Dieu lui prête vie pour que nous gagnions. Et victoire viendra, pénible, sanglante, mais nous devons le faire. Hurrah!